Alors désolé de vous dire ça, je sais qu'on est là pour un entretien d'embauche, mais moi vraiment dans ma vie, il y a 2 trucs que je savais que je voulais pas faire, c'était me lever tôt et des réunions. 10 heures. Bonjour. Bonjour madame. Je vous en prie, installez-vous. Vous m'en priez déjà? Monsieur Vandenberg. C'est long ça doit être chiant pour les formulaires. Hein. C'est pour ça que j'ai VDB, j'ai gardé 3 consonnes. Je vérifie les petites infos. Né le 1er mars 1977, c'est pas votre premier entretien d'embauche, j'imagine. Hein Si. Non, je suis déjà allé à Pôle emploi, mais devant une directrice de ressources humaines. C'est ça. Moi, mon objectif, c'est de créer un cadre sécurisant, d'apprendre à vous connaître, pour voir si vous correspondez à l'entreprise. Ok. Donc, je vais vous demander juste une chose, monsieur Vandenberg, c'est d'être le plus honnête possible. Très bien, je vais être honnête. Voilà. Formidable. Alors, dites-moi un peu ce que vous faites dans la vie actuellement. Eh bien, en ce moment, je termine de tourner un spectacle que je tourne depuis 3 ans qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate. En tant que comédien. humoriste ? Humoriste, voilà, j'essaie. Humoriste, le mot est vraiment... Il est lourdeau, ce mot, humoriste. C'est comique. Mais en fait, j'aime pas les étiquettes, donc j'aime pas... j'adore la musique, mais j'aime pas dire... J'aime pas les étiquettes, donc j'aime pas dire que... En fait, j'aime bien la musique rock, mais j'ai horreur de dire que j'aime le rock. Parce que ça fait vraiment... le rock ! Ça parle de rock ? Pas du tout, mais mon premier spectacle parlait de rock, c'est pour ça que je parle d'étiquettes, parce que les étiquettes, c'est un truc qui est très présent dans la vie. J'aime pas... L'autre jour, je voyais une interview d'un mec qui disait « Ouais, c'est bien, moi, je trouve qu'il faut remettre de la poésie dans la vie. » J'étais là, oui, mais ferme ta gueule. Parce qu'en fait, je trouve ça... Non, mais parce qu'en fait, les étiquettes, je suis là, la poésie, j'aime mieux la voir exister que d'entendre des gens en parler et de verbaliser le mot poésie, Mais c'est un problème que j'ai, hein, j'aime pas les... Voilà, donc oui, je suis humoriste sur scène. Humoriste. Très bien. Et donc, on va bien rigoler avec vous. Ça parle de quoi, ce spectacle ? Alors, eh bien, ça parle de mes angoisses de fin du monde, de mon éco-anxiété. Parce qu'en fait, le mot écolo, l'étiquette, tout de suite, elle est tellement lourde de sens qu'il y a plein de gens qui sont « Mais les écolos, vous nous emmerdez !» Je suis là, oui, mais en fait, si tu regardes bien, les gens dont tu parles, dont tu viens de dire le mot écolo, là, c'est des gens qui, je pense, quand même, ils sont un peu lucides. Mais sur l'état du monde. La culture est un bien de première nécessité pour vous ? Je pense que c'est quand même important de meubler comme on peut ces temps un peu difficiles, hein, on va pas avoir peur des mots. Donc, alors ça me fait me poser plein de questions aussi quand même sur la nature même du divertissement, sur l'enjeu du divertissement, l'époque dans laquelle on est, quel sens ça a de divertir ? Est-ce qu'on divertit parce qu'on fait l'autruche ? Parce que... En fait, aujourd'hui, on pourrait se dire, mais il y a des choses, n'importe quelle personne qui veut faire rire, moi le premier, on pourrait venir me dire, mais attends, mais tu crois pas que t'as autre chose à foutre que de faire rire, là, t'as vu comment c'est la merde là et là, tu crois pas que tu pourrais aider, te rendre plus utile ? Votre activité, elle s'arrête en avril ? Donc j'imagine que vous êtes venu me voir pour préparer le terrain de du chômage. Ce ralentissement. Voilà. Du chômage, de l'inactivité. Comment vous appréhendez ce moment ? En vérité, très mal. Mais je pense que ce genre de vertige est bien aussi, moi. Ils sont toujours assez catalyseurs de... Je voulais dire des mots comme catalyseur. Non, mais... ça me plaît. Ça me force à être dans l'action, quoi. Parce que sinon... disons que le fait de savoir qu'à partir du mois d'avril, je vais être complètement dans l'inaction, ça me force à être dans l'action et à remuer des trucs pour trouver des idées. Voilà. 3 qualités et 3 défauts. 3 qualités... Oh là, c'est beaucoup de qualités, ça, des défauts. Alors, qualité naïf, je sais pas si ça va, je mets ça dans les qualités, hein, vraiment. Gentil. Pas trop, j'espère. Hein, si, c'est bon, voilà, mais j'aime mieux être de ce côté-là plutôt que... Il faut faire attention aux relations toxiques de travail. Ouais. Mais je les vois venir tout de suite, hein, mec. Okay. Les mecs dont on dit ces gens un peu pervers narcissiques, je suis là, connard, en fait. Non, mais les gens qui disent ouais, il est un peu pervers narcissique. Non, mais il y avait un autre mot avant pour ça, c'était connard. Hein. Et donc maintenant, on a mis pervers, c'est connard. Bon. Je pourrais pas l'employer comme ça. Oui, c'est pas très entretien d'embauche. Mais alors, sinon, une autre qualité, je sais pas. Engagé, militant. Engagé, militant, non. Non, parce que moi, je vous imaginais bien à la tête d'une mission de sensibilisation aux grands enjeux écologiques en interne dans l'entreprise avec un PowerPoint impactant. Non, parce que vraiment, j'aime pas le côté des donneurs de leçons, c'est vraiment un truc, j'ai des garde-fous dans ma tête en me disant « Attention, t'es relou, là !»
Là, tu fais chier les gens, tu les accables. Et en défaut, désorganisé, mais avec des majuscules à toutes les lettres. Génial de me le dire en entretien d'embauche. Ouais, mais c'est comme ça, faut faire avec. Paresseux, mais vraiment pas mal aussi. Peu porté sur le travail, vraiment, c'est parce qu'on nous a obligés en disant dans la vie, il faut travailler. Je suis mais non, dans la vie, il faut s'asseoir, écouter de la musique et parler avec ses amis. Enfin, moi, voilà, j'aime le bon temps. Je peux difficilement vous mettre en télétravail, là. C'est vrai que de savoir que ça existe, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ouais, je suis en télétravail », je suis mon pote, j'espère que t'en profites bien. Ouais, pour moi, le télétravail, depuis que ça existe, j'ai envie de dire à tout le monde « Mais profitez-en, les gens, ouais, franchement. » on se prend la nouille. Eh ben, en tout cas, vous êtes sincère, ça c'est sûr. Ah, mais voilà, et sincère, voilà mon autre qualité. Vous avez le permis B ? Alors, écoutez, c'est curieux que vous me demandiez, j'ai eu le permis, mais tout récemment. Ah ? Ouais. En boîte automatique, toutefois. Et je l'ai eu uniquement parce que je fais des fictions à la télé dans lesquelles des fois il y a des scènes en voiture, et donc c'était uniquement pour ça, parce qu'ils ne comptaient pas sur moi pour conduire dans la vraie vie. Vraiment, quand je vois les gens autour, je suis là, non, je vais pas aller au milieu de ce marasme. Donc je prends le RER, des fois il tombe en panne, je suis là, c'est pas grave du tout, je vais annuler mon rendez-vous. Beaucoup d'aveux sur le fait de ne pas vouloir travailler. Ah bah ouais, quand même, j'avoue que... disons que je trouve... Alors j'aime mon travail, mais c'est parce que je suis obligé de travailler. Si en fait je pouvais ne rien faire, je passerais mon temps chez moi à lire, à écouter de la musique, ça c'est sûr. Oui, alors ça c'est très marrant parce que je trouve votre CV très original et ça se voit dès la photo que vous avez choisie, où on vous voit avec une flûte à bec à la bouche, oui. Ce qui laisse présager que vous avez une passion pour la musique. Oui. Et d'ailleurs, vous mettez les hobbies avant la formation. Vous êtes féru de musique et de cinéma. Féru, oui. Voilà. Et votre vocation culturelle, vous la trouvez pas dans un livre de solfège, mais dans Télé 7 jours. Ben oui, disons que enfant, j'ai compris mon attirance pour le cinéma, la fiction et les histoires. Et c'est vrai que ma première Bible, si j'ose dire, c'était Télé 7 jours, avec les annonces immobilières de Catherine Mamet à la fin. Et puis les mots croisés, et puis non, voilà, et puis les interviews de, je sais plus comment elle s'appelait, cette journaliste qui allait interviewer des stars à Los Angeles, les acteurs de l'agence touriste et tout. Et je disais ça, elle a la belle vie, elle. Oui, c'est ça, c'est votre première approche d'un métier qui pourrait vous correspondre. Voilà, voilà, exactement. Et donc ça m'a peut-être guidé à devenir journaliste dans la musique, ce que j'ai fait pendant quelques années. Donc j'allais interviewer des groupes de musique, donc j'allais en Californie et tout, c'était cool. Très bien. Et qu'est-ce qu'un bon journaliste alors Alors si, par exemple, si je peux me permettre, j'ai fait un livre qui raconte un peu ma passion pour la musique, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Comedian Rhapsody, dans lequel je raconte, donc je parle de ma passion pour la musique, et je raconte comment cette attribution de journaliste a été extrêmement... c'était extrêmement surestimé de m'appeler journaliste, parce qu'en fait, moi, j'étais content de rencontrer des musiciens que j'adorais. Alors, c'est marrant, parce que moi, j'y vois une fibre presque innovante, digne de la Silicon Valley, c'est-à-dire que les gens travaillent pour se payer des loisirs, et vous, à l'adolescence, vous partez de vos loisirs pour attirer à vous la valeur travail. C'est-à-dire que vous créez quand même le premier fan club du groupe Korn. Et le dernier. À ma connaissance, non, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Oui, j'ai monté un fan club. C'est vrai qu'on se dit, quand tu montes un fan club quand t'es adolescent, c'est pas que t'es forcément en train de... Mes parents, ils étaient là, mais par rapport aux études, tu vas faire... Je dis, attendez, parce que là, déjà, j'ai des fans qui m'appellent pour me poser des questions sur le prochain single de Korn, ils veulent savoir s'il y aura des inédits. Mon obsession pour la musique m'a conduit à faire un truc aussi saugrenu que de monter le fan club d'un groupe de métal. Mais bon, qui m'a quand même de fil en aiguille fait travailler dans un magazine de musique. Et comme moi, à la base, j'étais là, comme j'ai pas envie de travailler, j'étais là, il faut quand même que je trouve le truc dans ma vie qui me fasse le moins penser au travail. Et donc, journaliste dans un magazine de musique, c'était pas mal. Comédien, c'est pas mal. En fait, j'ai visé... Alors, désolé de vous dire ça, je sais qu'on est là pour un entretien d'embauche, mais moi, vraiment, dans ma vie, il y a 2 trucs que je savais que je voulais pas faire. C'était me lever tôt et des réunions. Attendez, parce que moi, le 10-19, c'est quand même sacré ici. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez au plus tard à 10h. Il va falloir décaler. Ça, je vous le dis, 10h.
Yes. Non. Ben moi, j'ai vraiment tout fait, vraiment, j'ai tout réfléchi depuis mon enfance et tout, en me disant, il va falloir que je trouve des occupations où on me demande pas de venir trop tôt. Donc, ça commence très tôt. Moi, dès le début, j'ai dit ça à mes parents, je dis, ah, mais vous êtes fous, ils étaient là, il faut aller à l'école. Je dis, ah, mais non, mais je vous jure que là, les 2 heures de maths par lesquelles je commence, je vous jure, je ne m'en servirai jamais. J'avais déjà une conscience assez aiguë des choses que j'allais pouvoir faire, dont j'allais me servir. Les maths, j'étais bon, une fois que j'ai compris les tables de multiplication, le reste on oublie, les factorisations et tout. Et ça, c'est facile à défendre comme point de vue très tranché sur une forme de liberté Je sais pas si c'est facile à défendre, mais en tout cas, de l'avoir défendu bec et ongle m'a conduit à pouvoir travailler dans un magazine de musique et commencer à 11h du matin. Et oui, parce qu'à 24 ans, vous tutoyez les sommets. Je tutoie les sommets. Exactement. Vous devenez manager. Je deviens rédacteur en chef d'un magazine de musique. Oui. Et donc, alors je sais pas vraiment si c'est tutoyer les sommets. Mais néanmoins, vous avez des employés. J'étais pas un bon rédacteur en chef. J'étais peut-être un journaliste qui s'amusait beaucoup à faire ce métier-là. C'est-à-dire que du coup, C'était quoi votre force? J'écrivais beaucoup. J'arrivais à beaucoup écrire. J'aimais écrire. Donc j'arrivais à écrire beaucoup d'articles en un mois, par exemple. Donc mon rédacteur chef était là, c'est cool, parce que plus tu travailles, moins on est obligé de payer des pigistes. Les pigistes sont payés à la ligne, enfin au feuillet. Et moi j'étais salarié, donc en fait, que je fasse un feuillet ou 100 feuillets dans le mois, j'étais payé pareil. Mais au début, j'étais hyper content d'être là, donc je faisais plein de chroniques de disques, plein d'interviews et tout. Donc ça, j'étais très productif. Après, quand je suis devenu rédacteur en chef, justement, là, comme je vous le disais, très désorganisé, mais vraiment très désorganisé, c'était pas un métier pour moi, puisque être rédacteur en chef demande à être capable de gérer ce mot, j'allais dire le mot rétro-planning, ce qui implique que je le connais et que je l'utilise, ce qui est vraiment pas dans mes habitudes. Mais voilà, évidemment, on est obligé d'anticiper les choses. Je suis pas très bon anticipateur. J'étais plus très bon pour ça, et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de quitter ce magazine. Oui, alors ça, c'est quand même très étonnant. Vous quittez la sécurité d'un CDI pour vous retrouver au rayon volaille du Carrefour de Nantes. J'ai travaillé 2 fois dans un Carrefour. Une fois, j'étais professeur Brocolino. Donc ça, c'était en 1980. Personne ne le connaît. Mais c'était le nom du personnage en mousse que je faisais en 1998 pendant une semaine pour l'anniversaire des supermarchés Carrefour. Et ça se fête. Et puis, quelques années plus tard, avec un camarade, on a créé un spectacle de rue qui s'appelle Freddy Coup de Boule, qu'on a tourné pendant des années. Et un jour, mon pote, on ne l'avait pas encore créé, il me dit « Ouais, moi j'ai envie de faire un spectacle avec toi et tout. » Et donc j'ai dit « Écoute, moi je travaille dans un magazine, maintenant j'ai plus le temps. » Parce que j'avais fait de l'impro beaucoup avec ce pote et tout. Et mon pote, il me dit « Voilà, attends, écoute, il me dit « J'ai un plan pour aller jouer au Carrefour à Tours. » J'ai dit « Ah, mais moi, rejouer dans un Carrefour, mais là, si tu me prends par les sentiments, on y va tout de suite. Ouais. » Et on est retourné, on a fait notre spectacle au magasin Carrefour. C'est l'incroyable épopée du rédacteur en chef devenu clown. En fait, j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait le conservatoire du Café Théâtre. Et puis ensuite, je me suis barré dans la presse musicale. Et ensuite, je suis revenu pour de bon au sketch. Et aux 507 heures d'intermittence, comment ça se passe à ce moment-là? C'est facile? Alors, j'ai eu de la chance, j'ai jamais vraiment besoin de chercher du travail. Peut-être parce que j'en ai accepté aussi des pas bien. Ah, donc ça. Votre plan de carrière, c'est ça, c'est plutôt d'être sélectif, de dire non ou de dire oui à tout? Alors, déjà, je n'ai pas de plan de carrière. Ça, c'est important de le savoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont. N'hésitez pas à ne pas le dire dans les prochains entretiens d'embauche. je sais, mais je suis vraiment... J'aime l'improvisation, mais à un point où vraiment, quand je dis que j'anticipe pas, c'est vraiment, je suis un très dernier momentiste, un peu dans la vie. Donc, j'ai vraiment aucun plan de carrière. Vous me dites que vous n'avez pas de plan de carrière, mais c'est quand même un risque financier de quitter un CDI pour se retrouver à faire des blagues pour de la monnaie de singe, si je puis me permettre. Ah ben, ça ressemble justement précisément pas à un plan de carrière, c'est quelqu'un qui a cassé un truc qui marche bien pour essayer de se lancer sur un autre... Bah oui, je me rendais compte que faire rire les gens... Vaut de l'or. Alors, vaut de l'or, je sais pas. Ben, en tout cas, quand ça marche, et que ça permet de gagner sa vie, c'est quand même pas mal. Toutefois, j'étais quand même très circonspect sur... et je le suis toujours d'ailleurs. Sur en fait, je trouve que ça demande une confiance en soi un peu énorme de se dire « Allez, je vais faire rire les gens et je vais gagner ma vie avec ça maintenant. » Parce qu'en fait, il y a une autre partie de moi qui me dit « Mais t'es sûr que c'est assez drôle ?» En fait, je trouve que le point auquel il faut qu'on se croie drôle... pour se dire, allez, j'en fais mon métier maintenant, je trouve ça un peu arrogant.
Et donc, comme j'aime pas trop l'arrogance, il y a plein de moments dans la vie où je me dis, mais t'es vraiment pas drôle du tout. Des fois, je me fais rire, puis des fois, je suis là, pouf, mec. Non, mais j'exagère un peu, mais bon. C'est la vie, hein. Mais bon, je suis pas toujours en train de... Je suis pas à fond dans la... Mais j'ai un problème avec les gens qui ont trop confiance en eux. Donc vraiment, j'ai des garde-fous là-dedans. De me dire... Très souvent, je me dis, Thomas, ferme ta gueule. Humilité. Ben, oui, mais même d'ailleurs, le fait d'en parler, je trouve ça fait genre... je trouve ça un peu embarrassant parce que ça fait genre ouais putain il est hyper humble, c'est qui est hyper humble, c'est moi, je suis hyper humble, et donc ça fait un peu le gars qui se la raconte parce qu'il est humble, ça marche pas non plus. Donc les gens dans les restos qui arrivent et qui font des blagues en gueulant et tout, j'ai envie de dire ferme ta gueule, tout le monde a pas envie de rire à tes blagues. Je vois que ça fait 11 ans que vous travaillez pour le service public en radio chez France Inter. Plus que 11 ans, j'ai commencé en 2008 même. Ah oui. Mais là cette année je fais une pause, j'en ai pas fait parce que ça fait 15 ans que je fais des chroniques à la radio, et puis à un moment je me suis dit tiens ça doit être cool de faire une année où je fais pas de chroniques. Et pourtant c'est une stabilité financière, j'imagine. Alors non. Alors vraiment faut pas, les gens qui sont là, ben bravo, ils se gaffent d'argent public. Si les gens savaient combien on touche, parce que moi j'écris avec quelqu'un mes chroniques, donc je partage déjà le cachet que j'ai. Je gagne 200 € par chronique, j'en donne la moitié à la personne avec qui j'écris, donc j'ai 100 € par chronique. Donc comme je faisais 2 chroniques par mois, je gagnais 200 € par mois pour 2 chroniques. Et dans la tête de plein de gens, c'est révoltant. Mais alors l'argent n'est pas du tout votre moteur, monsieur Vandenberg. Ah ben, faut pas aller sur le service public pour l'argent, ça c'est sûr. Non, ben l'argent, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas ma raison de faire les choses, ça c'est sûr. Mais je suis quelqu'un qui se fait beaucoup arnaquer dans la vie, moi. Donc je parlais de naïveté tout à l'heure. Je me fais énormément couillonner, mais vraiment c'est un point... Et à chaque fois que je me fais couillonner, je me dis, putain, est-ce que c'était la dernière fois ou c'est quand la prochaine fois que ça va m'arriver? Je me dis, est-ce que maintenant tu fais gaffe et tu te fais plus couillonner, tu fais plus arnaquer? Mais je me suis fait arnaquer par des serruriers. Tu vois, genre, vous avez déjà vu des émissions avec Julien Courbet où il y a des petites vieilles qui appellent en disant « Ah bah oui, mais on m'a pris 4 000 € pour la serrure !» Moi je suis là, mais évidemment, qui connaît le prix d'une serrure? Enfin, je veux dire... Moi. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que c'est une entreprise spécialisée. Bon, après, je peux vous vendre des masterclass pour vous aider à vous valoriser. Mais j'ai horreur de me méfier des gens. On continue avec les 507 heures, hein, on revient au travail quand même, c'est pas mal. Ah oui. Je vois que vous avez fait un court passage en télévision. Bah alors là, c'est plus rentable, c'est ça que je comprends pas. En télévision, j'ai fait plein de trucs nuls, par exemple. Et donc, ça m'a pas... Et d'être bien payé pour faire des trucs nuls, c'est pas bon du tout pour l'amour-propre. Très belle leçon de vie. J'étais présentateur d'une émission de musique, mais en fait, on m'avait dit, ouais, tu vas pouvoir, on va recevoir plein d'artistes, tu vas avoir... ça ira de Justice à Gojira en passant par Morane. Et en fait, c'était surtout Morane. J'étais, ah ouais, mais moi... Donc je voulais un truc qui allait vraiment dans tous les sens. Et en fait, je me suis retrouvé à animer une émission de variété française. J'étais là, mais il n'y a pas un truc bizarre, là. Moi, il y a un an, je faisais un spectacle sur le rock. Et là, je suis en train de parler... Alors, Herbert Léonard, cet album, il est époustouflant. Voilà, donc j'étais là... j'aurais dû me barrer de moi-même avant. Mais parce qu'en fait, voilà, je pense que le côté présentateur m'ennuyait aussi. Je trouvais ça un peu... je faisais pas ça dans la joie du tout, quoi. Mais je vois Quotidien, là, c'était des chroniques humoristiques. Ah, c'est pas pareil. Quotidien, c'était bien plus tard. Et à Quotidien, je faisais des chroniques humoristiques. Cela dit, l'équipe, j'adore l'équipe et tout, mais je me suis pas hyper amusé. Je trouvais l'exercice de faire des chroniques à la télévision, il y en a qui le font brillamment, et moi, j'ai pas réussi à le faire brillamment. Enfin, des fois, ça passait bien, mais j'en ai fait des... Et qu'est-ce que ça change par rapport au métier du spectacle vivant, concrètement ? Eh ben, déjà, aller dans une émission de télévision dont le tournage dure 2 heures, où l'invité, ça va être, par exemple, je sais pas, moi, j'allais dire Morane. Non, mais dans lequel, voilà, il peut y avoir, je sais pas, j'ai une star qui va être invitée, je sais pas, Vanessa Paradis, elle est invitée, et donc les gens, ils viennent voir l'invité, ils viennent participer à l'émission de télé et tout, mais quand on vient faire des blagues, au bout de 2 heures d'émission, les gens déjà sont assis dans le public de l'émission. Déjà, faut savoir que beaucoup des gens qui participent au public d'émission viennent pour avoir des morceaux gratuits de Savane. Parce qu'il y a souvent un catering pour le public. Ils viennent pour manger. Ils viennent manger. Je dis du Savane parce que c'est souvent des Savanes, des Papy Brossard, des Pitch, des trucs comme ça. Des Madeleines. Donc voilà, moi en fait je me retrouvais à faire mes blagues pendant 5 minutes à la fin de 2 heures d'émission, qui était une émission d'actualité. Donc je trouvais Yann Barthès, le présentateur, beaucoup plus drôle que moi dans l'émission. Donc j'étais là, merde, si je viens pour faire rire, ça marche pas. Et donc j'ai laissé la place. Et puis aussi le problème, c'est que à la télé, il fallait y être tous les lundis. Et des fois, le dimanche soir, j'étais chez moi en me disant « Merde, demain, je suis à la télé, il faut que je sois drôle. » Mais je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Et ça, je trouve que cet enjeu-là, à la radio, autant ça passe.
À la télé, c'est l'enfer. À la télé, il y a tous les gens, parce qu'ils sont là avec leur Twitter, ils sont là, mais il est pas drôle, lui. Et avec leur Twitter, avec leur animosité derrière Twitter. Vous avez un problème avec les feedbacks, en général? Mais j'ai un problème, je me suis mis à avoir un problème avec les réseaux sociaux, au point que là, j'ai coupé tout. Donc j'ai plus Twitter, j'ai plus Facebook, j'ai plus Instagram. Enfin si, j'ai toujours, mais j'y vais plus, je regarde un peu, mais je poste plus rien. Puisque en fait, les remarques désobligeantes, comme les compliments, en fait, j'ai jamais essayé de me sentir atteint par les critiques négatives, comme je veux pas me sentir atteint par les critiques positives non plus. Revenons à nos moutons sur le CV. Je vois aussi que vous faites des passages au cinéma. Ça vous plaît, les tournages? Ouais, alors ça dépend des tournages. Ce qui me plaît, c'est les tournages où il y a un truc à défendre. Je pense que même les comédiens qui jouent beaucoup, qui tournent beaucoup, parce que c'est pas mon cas, mais j'aime beaucoup. Là, par exemple, j'ai fait un tournage pendant 2 mois avec un comédien qui s'appelle Bully Lanners et Céleste Brunkel. Bon, voilà, faut acheter un livre sur le cinéma, non, ils en parlent. Et donc dans ces conditions-là, tourner, c'est génial, avec des acteurs super. Bully Lanners joue le rôle de José Bové. Je joue l'assistant parlementaire de José Bové. Donc je suis toujours dans les pattes de Bully Lanners dans le film. Vous parlez de rôle à défendre. Là, en même temps, votre côté out of the box montre quand même sa part dans les rôles que vous jouez. Je vois dealer de bonne humeur, dans Santa et compagnie, policier chien dans Zai Zai Zai, soldat idiot dans La folle histoire de Max et Léon. On voit quand même que c'est des noms qui sont tout en bas du générique. Quand on regarde un film, il y a le rôle de Jean-Claude, Sylvie, François, Karim, machin, joué par tel acteur. Et puis à la fin, on voit le policier chien. C'est dans les derniers rôles. L'homme au taxi. Vous ne pouviez pas dire non? Ben non. C'est un peu quand un réalisateur il vous appelle en disant ouais, j'ai un rôle pour toi et tout, ouais, c'est génial. Alors je te dis, c'est vraiment un tout petit truc. C'est un peu culotté de dire ah non, mais je veux pas alors. Il va dire mais t'es vraiment un connard. Ouais, t'as raison. Donc non, je suis quand même, je vais pas refuser un rôle parce qu'il est pas assez gros. Il faut qu'il y ait un petit truc marrant à jouer quand même. Il faut que... Donc effectivement, là, la dealer de bonne humeur, c'est Alain Chabat qui m'appelle en me disant j'ai écrit ce rôle-là pour toi. Donc c'est un petit rôle, mais j'allais pas lui dire ah ouais, mais fallait en écrire un plus gros. Alain, attends, tu m'emmerdes là. Donc évidemment que j'ai dit oui à Alain Chabat et que j'étais fou de tourner avec lui. Je me demandais à travers tous ces rôles, quel est peut-être le rôle le plus héroïque que vous ayez joué? J'étais pas filmé en l'occurrence, C'était une bonne idée de pas filmer ça. L'accouchement de ma fille là, on n'a pas eu le temps d'aller à la maternité donc... à cause du permis? Alors, je dois avouer que comme j'ai 47 ans et que j'ai eu le permis depuis tout récemment, je me suis beaucoup habitué dans la vie à ne pas avoir le permis. Donc c'est une angoisse que j'avais depuis très longtemps. Je me disais, mais comment je vais faire si un jour je suis maquillé avec une meuf et qu'elle est enceinte et que je dois l'emmener à la maternité? Ça, c'est vraiment un truc, c'est un rat que j'avais dans la tête depuis que j'ai quitté mon cours de conduite à 18 ans, parce que j'ai dit à ma prof, vous êtes fou. Vous êtes folle, ça ne marche pas du tout. L'embrayage, ça ne marche pas. Vraiment, c'est... En fait, je comprends pas qu'on ait inventé des voitures et que tout marche bien, tu vois, il y a les rétros, il y a machin, le contact, ça démarre et tout, mais qu'il y a un truc aussi technique à faire que de caler l'embrayage. Moi, je faisais rebondir la voiture tout le temps, je trouvais jamais le point de patinage, donc je disais, ça ne marche pas. Donc j'ai quitté la voiture dans un embouteillage à Tours pendant un cours de conduite en disant, c'est pas pour moi ce truc-là. Et donc pendant des années, ensuite, je me disais, mais si un jour... je deviens père de famille et que ma meuf est là, il faut qu'on aille à la maternité, je vais être là, attends, j'ai appelé un pote pour qu'il vienne, mais bon, j'arrive pas, je pense qu'il dort. Bon, j'imaginais toutes les scènes de panique. Scénario de film. Et donc là, le fait est qu'on n'a pas eu le temps d'aller à la maternité, mais c'est pas grave, parce que en fait, ma femme m'a dit, attends, je vais aller dans la salle de bain, et qu'en fait, quand je suis rentré dans la salle de bain, la tête de ma fille était sortie de ma femme, et donc je me suis mis en dessous, et c'est moi qui ai récupéré le bébé, et donc c'est ma femme et moi qui avons un peu accompagné le bébé, enfin qui l'avons fait vivre, parce qu'en fait il était inanimé en sortant, donc ça c'est quand même un moment qui n'est pas glop. Si on fait 2 catégories, les moments glop, les moments pas glop, on est vraiment en haut de la colonne pas glop, c'est quand j'ai récupéré ma fille dans mes bras, qui était bleue, avec un cordon ombilical qui était partout, et donc j'étais là, et on était tous les deux dans la chambre, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai mis le bébé sur ma femme, et puis ma femme a fait hop, et puis ma fille a pleuré, et donc tout s'est bien passé, et donc j'ai appelé le toubib,
qui m'a dit est-ce que votre fille va bien? Oui, elle pleure et tout. Vous avez pas coupé le cordon? Non, on n'a pas coupé le cordon. Ah bah c'est bon, on arrive. Bah, félicitations. Et donc voilà, ils sont venus. Et le toubib m'a fait signer un papier attestant que c'est lui qui avait géré l'accouchement. Je dis, Joe, t'es gentil, mais bon. Parce qu'il faut que c'est comme ça, il fallait qu'il soit payé, quoi, je pense. Ok, c'est un sacré sang-froid. Mais j'ai pas eu le choix, et donc j'avoue que j'ai été épuisé pendant 2 semaines après d'avoir. Je pense que la montée d'adrénaline m'a fait de devoir gérer ce truc-là m'a rendu complètement. Plus que votre compagne? Oui, elle était. Ben, je pense que quand je me mets à la place d'une femme qui va avoir son bébé, et là c'est l'urgence, et il faut appeler Thomas VDB. Là, putain, mais merde, il y a que Thomas VDB, allez chercher Thomas VDB pour m'accoucher. Et là, j'arrive avec les doigts dans le nez, ma tête de nigo. Je suis pas le gars qu'on a envie d'appeler pour un accouchement comme ça, à vue de nez. Hein. Quelle stratégie vous opérez face à l'instabilité de votre travail? Est-ce que vous êtes de nature anxieuse? Vous travaillez sur votre stress? Ou est-ce que vous priez, tout simplement? Peut-être que vous êtes un être très spirituel? Non, je suis pas très spirituel. Je peux être assez anxieux. J'essaie. Non, je pense que ce qui est important, c'est de rester toujours créatif, parce qu'en fait, quand on est comédien, on peut aussi répondre à des appels de gens qui disent viens bosser sur mon film et tout. Et donc là, c'est le côté comédien qui va travailler et tout. Mais en fait, écrire, produire des choses et produire des idées. Et donc ça, je pense que c'est un muscle qu'il faut entretenir de façon un peu constante. Mmh. Et certainement qu'il y a des moments où si je fais rien pendant une semaine, ou à la fin de la semaine, je vais être un peu en panique en me disant non mais enfin t'es en train de plus rien foutre de ta vie, quoi. Donc voilà, encore une fois, je disais que j'aime pas le travail à la base, mais j'aime écrire. Donc en fait, c'est que juste que par chance, j'ai réussi à en faire un peu mon travail, donc les moments où, et donc au point que d'ailleurs ne pas écrire, donc ne pas travailler peut me rendre un peu anxieux parfois. Et c'est long cette réponse, hein. Un petit peu, ouais. Un peu confus et tout. Et alors du coup, quelle était la chose la plus compliquée dans votre carrière? La chose la plus compliquée dans ma carrière, je sais pas s'il y a eu des choses compliquées. Non, ça je peux pas dire. Par contre, je peux dire qu'il y a des moments où on a une espèce de feu sacré, je trouve. Donc c'est le contraire des choses compliquées. C'est les moments où on a l'impression que tout est facile, où tout marche bien. Donc j'ai traversé des moments un peu comme ça, qui donnent l'impression d'être des moments de grâce, où on a l'impression que les choses viennent facilement, les idées viennent facilement, et que comme si on avait une espèce de mojo, quoi, et qui fait que tout se passe bien. Avec le temps, vous diriez que vous êtes de plus en plus vieux. Créatif. Pardon. L'autodérision. Dans 10 ans, vous vous voyez où, Monsieur Vandenberg? Dans 10 ans, je me vois où? Je me vois au cinéma, j'avoue, j'aimerais bien. Avec du popcorn? Disons, non mais dans des bons films. J'aimerais bien, mais je sais pas si c'est un peu, c'est hyper arrogant de dire ça, mais en fait, je commence à trouver que je commence un peu à comprendre mieux comment on fait ça que ce que je croyais avoir compris avant. Donc voilà, ça j'avoue. Et puis j'aimerais bien écrire des livres, hein, aussi encore, mais des romans à succès, attention. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que j'ai des questions Non. Alors, quelle est la meilleure adresse de street food dans le quartier? On peut en parler une fois que... je vous invite à la Cantoche. Oh, mais avant mon prochain rendez-vous, parce que j'ai encore 5 personnes à voir pour décider du plaisir. Bon. Eh bien, je vous remercie. Merci, Madame Delcourt.